Quoi de neuf pour la retour du podcast? Bonjour à tous, salut amis et abonnez-vous à mon podcast Un pour deux France avec André, la marchande du radio où on parlait du temps France et funky. Je suis votre hôte André Sega et cette semaine nous parlons de l'enseignement supérieur. Plongeons dans la question de ce que les gens pensent de l'enseignement supérieur des universités et de l'ENE. En parlant de la pomme, on a tous besoin et tout le reste. Pour ceux d'entre vous qui ne connaissent pas le fonctionnement du système d'enseignement supérieur France, et voici un bref aperçu. Donc, après avoir passé le bac, vous avez quelque chose en France. Vous pouvez aller dans une des universités. Ce sont des universités publiques régulières. En fonction de la carrière dans laquelle vous souhaitez vous lancer, vous pouvez aller à l'université appropriée. C'est aussi vous qui vous avez aller dans une école de métier. Ensuite, il y a les grandes écoles qui sont techniquement les mêmes niveaux que l'université normale. Mais ces universités sont spéciales. D'une part, ce sont des écoles privées, ce qui signifie qu'ils peuvent choisir qui entre en fonction de plus que vous score au bac. Ils le font en exigeant que tous les étudiants qui souhaitent y participer doivent d'abord aller à l'école préparatoire pendant 2 à 3 ans. Et c'est là que ça devient bizarre. Même après 10 années d'école préparatoire, tu ne pourrais toujours pas entrer dans la grande école que tu voulais. Je pense que c'est un peu faux. Passer 2 ans de travail et ensuite ne pas aller à l'école que tu veux, pour moi, c'est un gros risque. Je ne sais pas si je le ferai, mais je pense que c'est un peu le point. Non? D'après ce que je comprends, ces grandes écoles sont de dissuader les gens de la classe inférieure d'entrer dans leur école. Mais ne pense pas me parler. Voici mes amis de l'étude TV, car ils nous donnent 5 idées préconçues sur l'enseignement supérieur. C'est le moment de choisir son orientation. Youpi! Il est vrai que quand vous devez faire des choix d'orientation, tout votre entourage va réagir. L'alternance, plus on est pour ceux qui sont en échec de faire une grande chômage. Alors, est-ce qu'ils ont raison ou non? On va passer en revue 5 idées reçues sur les études supérieures. Idée reçue numéro 1, étudier à l'université, ça mène au chômage. Les médecins, les avocats, les magistrats, ils sont passés par l'université. Les licences pro et les masters sont de plus en plus en alternance, donc professionnalisants, qui aident à l'insertion professionnelle. Les diplômés de l'audit ou de l'informatique venant de l'université sont très recherchés par les entreprises. Et des initiatives de réseau entre diplômés et professionnels se développent de plus en plus pour améliorer l'insertion professionnelle en sortant de l'université. Idée reçue numéro 2, les grandes écoles, c'est pour l'élite. Tout est fait pour lutter contre cette idée reçue. Les écoles doivent accueillir 30% de boursiers parmi leurs étudiants, par exemple, ou des prépas ATS permettent à ceux qui ont un BTS ou un DUT de passer le concours pour les écoles d'ingénieurs. Les instituts d'études politiques
accompagne les lycéens pour les préparer à leur concours. Et du côté des écoles de journalisme, il y a l'opération Égalité des chances. Bref, ça va de mieux en mieux. Idée reçue numéro 3, plus on est diplômé, plus on est protégé du chômage. Alors oui, mais non. Alors certes, être diplômé c'est bien, mais être surdiplômé ça peut aussi vous causer des problèmes. Parce que parfois, les entreprises elles ont besoin de personnes qui connaissent le terrain et que ça peut manquer dans les études si on n'a pas fait des stages ou des périodes d'alternance. Et puis on se dit souvent au bout d'un master ou plus, oh dis donc, j'ai fait 8 ans d'études, c'est pas pour prendre le premier job qui vient mal payé, je vaux mieux que ça. Et là, c'est le drame. Idée reçue numéro 4, l'alternance, c'est pour ceux qui sont en échec. Pensez qu'il faudra en même temps suivre les cours, comme tout élève scolaire, mais aussi travailler en entreprise. Ça va vous demander d'être bien concentré. Les boîtes, elles aiment beaucoup l'alternance parce que ça leur permet de former des jeunes pour pouvoir ensuite les recruter avec la bonne expérience sur la mission. Les missions de l'alternance, justement, elles le responsabilisent beaucoup et elles lui permettent d'entrer sur le marché du travail avec des études et de l'expérience professionnelle. Idée reçue numéro 5, le mieux, c'est de faire une grande école. Faire une école juste pour faire une école, sans avoir de réelle motivation, c'est l'assurance de l'échec. Quand vous allez choisir votre orientation, il y a un critère hyper important à prendre en compte, c'est le fait que vous vous y sentiez bien. Être bon élève ou avoir des facilités ne fait pas tout. Vous avez besoin d'être motivé par ce que vous faites. Sinon, à la fin de vos études, vous allez vous reposer cette question de qu'est-ce que je veux faire? Bien, je suis heureux d'apprendre que la situation entre l'université et l'NEA vont mieux. Je sais que récemment, le président a fermé l'une des écoles de l'NEA pour contribuer à l'autisme. Être suréduqué est on a dire que je n'avais jamais pensé avant, mais ça fait de points. Mais je doute toujours que les élites ne bénéficient plus d'un traitement spécial. Voici Lisa comment parle aux étudiants et aux professionnels de la discipline en 2018. En France, on pense avoir un système scolaire égalitaire, loin du modèle américain par exemple. Pourtant, si on regarde notre université, l'année dernière, les enfants d'ouvriers y représentaient 12% des étudiants. 12% des étudiants seulement, alors qu'on estime qu'ils représentent 29% des 18-23 ans. Les enfants issus de milieux populaires sont donc clairement sous-représentés à l'université. Alors, comment est-ce qu'on en est arrivé là ? Si on regarde les chiffres de plus près, on voit que les enfants d'ouvriers sont encore moins présents dans les filières considérées comme prestigieuses. Par exemple, en médecine, ils ne sont que 5% des étudiants, alors que les enfants de cadres représentent 52% des étudiants en médecine. Alors, ces inégalités d'accès à l'université, elles s'expliquent par plusieurs raisons. C'est pas uniquement une question financière, ça joue un rôle, mais c'est aussi une question d'acquisition, d'environnement culturel. L'enseignement sup est un vaste délit d'initié. Seuls ceux qui ont l'information non officielle s'en sortent. Et pour plus de mixité sociale dans l'enseignement supérieur, le dispositif Les Cordées de la Réussite met en place des systèmes de tutorat pour les lycéens issus de milieux défavorisés. L'objectif, c'est donc de mieux les informer sur leurs possibilités d'études, mais aussi de leur faire prendre confiance en eux. Ils se disent, de toute façon, c'est pas pour moi, je ne pourrai jamais faire ça. Parce que soit ils connaissent personne qui fait ce genre d'études, donc ils ne savent pas exactement en réalité à quoi ça correspond, soit ils ont un jugement sur eux-mêmes qui les empêche d'aller plus loin. Notre objectif, c'est d'arriver à leur donner un background qui leur permette d'avoir les mêmes chances, la motivation au niveau égal. Et alors, qu'est-ce que fait l'État à ce sujet ? Emmanuel Macron a décidé de réformer l'entrée à l'université pour réduire le taux d'échec en première année. L'idée, c'est d'indiquer quels sont les prérequis selon les filières et de proposer aux élèves qui en auraient besoin des remises à niveau. La question de la remise à niveau, elle est essentielle parce que c'est complètement hypocrite d'envoyer des étudiants de bac professionnel en sociologie, par exemple. Voilà, c'est hypocrite de les laisser y aller en leur disant vous avez une chance. Si on ne peut pas les accompagner, dans ce cas, c'est la gueule, c'est inévitable. Si l'idée est bonne pour cette professeure de sociologie, elle assure que le budget annoncé par l'État, 1 milliard d'euros supplémentaires sur 5 ans, ne permettra pas de vraies remises à niveau pour les élèves qui en ont besoin. Et du coup, elle craint une sélection qui exclurait surtout les élèves issus de bac professionnel. Une filière dans laquelle les enfants d'ouvriers sont surreprésentés, ce qui réduirait donc encore un peu plus la mixité sociale à l'université.
en sociologie, pas que en sociologie, mais on a pas mal d'étudiants qui viennent de bac pro, de bac professionnel, de bac technologique, qui eux risquent d'être un peu les grands perdants, je dirais, de cette réforme. Mais de manière générale, vouloir lutter contre les inégalités à l'université, c'est peut-être arrivé après la bataille, parce qu'elle se forme plus tôt dans le parcours scolaire. C'est ce qui faisait dire à l'Institut Montaigne en 2015. La réduction des inégalités sociales par la réussite dans le supérieur est impossible sans de profonds changements dans l'enseignement primaire et secondaire. Charger les universités d'en réparer les dysfonctionnements n'est vraiment pas sérieux. Donc, qui pensez-vous du système d'enseignement supérieur français? C'était la situation dans votre pays d'origine apparaît pour l'école d'élite ou la université normale. Faites-moi savoir dans la communauté ci-dessous. Aussi, vous devez vous abonner à ce podcast pour autre où le podcast se diffuse. Et j'espère me rejoindre la prochaine fois. Un peu de France avec Angèle, la méchante du vidéo où là on parlait tous français et funky. Bisous et au revoir.